Les sources littéraires de l'histoire de la Grèce. 6e siècle avant Jésus-Christ, 2e siècle après Jésus-Christ. S'agissant des sources dites littéraires, l'historien de l'Antiquité ne manquera pas de se trouver confronté à la hiérarchie, voire aux véritables frontières qui semblent avoir été parfois établies entre des textes dont les uns ne concerneraient que les littéraires, tandis que les autres seraient destinés aux historiens. C'est ainsi que Pierre Vidal-Naquet pouvait se poser la question: or, les éditeurs de textes, quel littéraire lit Diodore ou même Polybe? Quel historien lit Érima, les poètes de l'anthologie ou même les textes tragiques? On s'accorde aujourd'hui à reconnaître qu'un tel partage ne saurait que freiner les progrès d'une discipline comme la nôtre, l'histoire. Certes, bien que la notion de genre historique ou littéraire soit loin d'avoir été fixée avec précision dans l'Antiquité, et que bien souvent l'on soit contraint de mener l'ensemble des critiques historiques et critiques littéraires, il semble légitime de considérer, à part les textes proprement historiques, ceux dont les auteurs ont défini plus ou moins explicitement, plus ou moins longuement des programmes et des méthodes. Aristote ne faisait-il pas d'ailleurs remarquer que même envers l'œuvre d'Hérodote resterait une œuvre historique? L'historien toutefois ne peut se faire aussi sans les historiens, de même que le genre historique intègre des formes littéraires dont la pratique apparaît liée le plus souvent au développement intellectuel et culturel des cités du monde grec. De même, les œuvres littéraires, par les liens qu'elles ne cessent de tisser avec la réalité de l'époque où elles ont vu le jour, finissent par constituer par au-delà l'esthétique qui leur est propre des documents historiques du plus grand intérêt. Il faudra bien sûr prendre garde à ne pas négliger les caractéristiques propres à chaque texte en sachant faire la part de ce qui relève de la création poétique ou dramaturgique en sachant discerner ce qui résulte des préoccupations d'ordre rhétorique ou politique. À cet égard, la connaissance de l'auteur lui-même et de son œuvre, de son milieu de vie et de son époque seront des données souvent utiles à la critique historique. Notre connaissance des textes antiques se fonde sur l'existence de manuscrits plus ou moins proches de l'œuvre originale, mais aussi sur des traductions et parfois sur de simples citations ou résumés dus à des écrivains postérieurs. À ce problème des intermédiaires qui séparent le texte originel de celui que nous possédons, s'ajoute la question de la disparition des œuvres. La survie des textes est tout à fait aléatoire, le papyrus à assez bon marché était largement utilisé dans l'Antiquité, mais de conservation précaire et soumis par exemple aux aléas du transport, comme ces nombreux papyrus couverts d'écritures retrouvées d'après le témoignage de Xénophon sur la grève dans la district de Salimos, sur les rives européennes de la mer Noire. Les incendies qui détruisent une bibliothèque comme celle d'Alexandrie nous ont privés de milliers de volumes ou rouleaux manuscrits. Il faut enfin compter avec les choix opérés par les générations successives qui ont entraîné pour certaines époques la disparition presque complète de toute tradition littéraire. Un texte a donc aussi sa propre histoire qui est celle de sa transmission. Pour le monde antique, l'histoire se fait parce qu'on n'a pas de documents. Cette pauvreté documentaire qu'évoquait déjà non sans humour Charles Péguy au début du XXe siècle dans un ouvrage passé sous le personnage de Clio la muse de l'histoire apparaît comme une incitation pour l'historien d'aujourd'hui à ne négliger aucun des témoignages qui n'ont pu être livrés par la tradition que par le travail philologique mis à sa disposition. Ce long speech, c'est pour vous dire que les œuvres culturelles ont une importance dans l'historique. Parce que la culture est produite dans une société. Si on a, par exemple, on va prendre d'autres exemples, si on a beaucoup d'œuvres sur le déclin, on peut se dire que c'est une société qui est actuellement en crise, qui a peur, qui questionne ses modèles. Si on a beaucoup d'ouvrages de cul, c'est qu'on est dans une société libérienne, qui baise beaucoup, qui a vraiment un truc. Si on a beaucoup d'ouvrages critiques sur la politique, c'est que le système politique ne marche peut-être pas bien. Et donc même si ce sont des œuvres fictives, elles ont une part de réel et elles indiquent qu'elles prennent un peu le pouls de ces sociétés anciennes. Et elles sont cruciales pour la compréhension de ces sociétés. Après, oui, il y a des difficultés. Difficultés de faire voir la différence, voir les écarts. Mais c'est ça qui fait la richesse et l'importance du travail historique. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un des grands projets que j'avais en 2020 et que je n'ai pas pu réaliser, mais j'ai de l'espoir, non, j'ai pas d'espoir, mais j'espère, je rêve toujours un jour de le réaliser. En 2020, à côté de l'enseignement, je voulais animer, surtout à la radio, parce que je connais le paysage audiovisuel togolais, une émission de vulgarisation scientifique. En effet, si tu regardes la télévision africaine, il y a du contenu de vulgarisation scientifique. Mais c'est du contenu occidental. On diffuse les vieux C'est pas sorcier, on diffuse des vieux documentaires sur la TVT.
mais on n'a pas réellement un programme. Tu as quelqu'un qui se pose pendant 30 minutes et qui explique les choses, qui explique l'histoire, la géographie, les sciences. Nous n'avons pas ça. Et je pense que c'est un drame. Si, je dis bien, si nous voulons l'émergence, si nous voulons un mieux vivre en Afrique, nous devons être maîtres de nos connaissances, maîtres de notre savoir, et surtout avoir une jeunesse mobilisée qui a des connaissances, qui comprend son monde. Parce que si une fois que tu connais et que tu comprends ton monde, tu peux t'en servir à ton avantage. Si tu ne connais pas ton monde, si tu ne comprends pas ton monde, et ben non, non, tu te fais baiser. Et donc j'avais ce projet là, j'ai postulé dans énormément de radios entre 2020 et 2021, je n'ai jamais eu de réponse. J'ai repostulé à New World TV en 2023, j'ai pas eu de réponse, malgré plusieurs échanges intéressants. J'ai même été jusqu'à appeler le directeur des programmes, mais ça s'est pas fait parce que le mec, j'ai dû l'appeler alors qu'il était en formation, en zoom sans trop de préparation, alors que j'aurais été en entretien one-on-one. Ça aurait été mieux que quand j'étais à New World TV, j'étais dans l'idée de trouver du travail, pas forcément de me trouver à l'antenne. Donc je n'étais pas mis dans les meilleures conditions. Et puis je dois avouer qu'après mes échecs de 2020 et 2021, j'avais un peu enterré mon projet. Et ça me fait chier. Ça me fait chier, j'ai cette grande idée de... Pas un truc long, hein. Entre 20 et 30 minutes. Tu arrives dans l'introduction, tu définis les bails, tu définis les termes. Ça me saoule, tu peux jamais marcher sur les trottoirs, il y a toujours 40 000 personnes, 40 000 trucs, tu es obligé de slalomer, ça saoule. Bref, de 20 à 30 minutes, avec une introduction, avec un plan, je sais que j'en suis capable, je sais que je peux rendre mon propos intéressant, mais malheureusement dans les médias africains, on rediffusera toujours les vieux trucs des Yovo, on rediffusera toujours des clips avec des meufs avec des tarpés de l'enfer. Voilà, on ne fera rien pour élever la masse populaire, la conscience de la masse populaire. Et ça me bouffe quoi, je me dis putain, je suis un intellectuel. Là, et pour être ma mission panafricaniste, ma mission, tu vois, mais on me le refuse. Vous devez savoir qu'en France, on va vous faire chier pour la diversité. Elle est mignonne. Non, il y a des enfants qui me font coucou. Et ça me saoule quoi, ça me saoule vraiment parce que c'est quelque chose qui me manque dans ma carrière, d'avoir eu ce grand moment d'échange avec une audience bien plus large que ce que je peux avoir là actuellement. Si 100 personnes qui regardent mes vidéos TikTok quasiment à chaque fois, c'est... Je dois avouer que c'est avec une émotion certaine. Mais voilà, c'est une grande émission de vulgarisation. Surtout que même si je suis historien, j'ai une culture dite traditionnelle. Moi j'ai grandi devant les C'est pas sorcier, les E égale M6 qui m'ont formé à peu près à toutes les sciences. Moi je peux toujours me préparer quoi. Et puis après l'autre problème est la rémunération aussi, parce que soit je fais ça en complément d'un travail que je fais parce qu'ils payent pas. Sur les médias en Afrique on paye pas. On paye pas en général en Afrique. Hein. On aimerait bien avoir les choses, on aimerait bien avoir les choses, mais on n'aligne pas le pognon qui va avec. Encore j'ai vu un reportage sur la situation dans le monde des médias au Cameroun. Il y a des fois les mecs qui sont même pas payés. Hein. Donc voilà, ce grand drame de ne pas avoir eu cette exposition, d'avoir eu cette émission de vulgarisation qui aurait été, je pense, bénéfique pour les gens.